Maintenant avec Monsieur Eichhorn, qui est directeur de Swiss, de l'Alliance SwissPass, pardon. Hein. Il va nous dire très précisément à quoi correspond cette structure, mais il va aussi nous expliquer ce qui reste quand même toujours un peu nébuleux pour nous Français, cette notion de communauté tarifaire qui est quand même la brique de base du système tarifaire, aussi bien en Allemagne qu'en Suisse. Donc, Helmut, vous avez la parole. C'est gentil, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? L'audio, il se passe bien, parfait. Merci pour votre retour. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi de pouvoir partager quelques expériences et surtout si peut-être un tout petit peu la manière de faire des communautés tarifaires en Suisse. Je pose peut-être tout de suite le cadre. L'idée, effectivement, c'est de poser peut-être deux, trois informations ou peut-être deux, trois éléments cadrants. On a, je pense, aujourd'hui pas le temps d'approfondir trop en détail de quoi il s'agit. C'est avec plaisir que je reviendrai plus spécifiquement sur des exemples très, très concrets de communautés tarifaires. Je pense aujourd'hui, c'est déjà un peu une fois l'idée de comprendre c'est quoi une communauté tarifaire en Suisse, comment ça s'intègre dans le paysage des transports publics et quels sont les éléments structurants d'une communauté tarifaire. Vous avez entendu tout à l'heure une conférence très intéressante de Gunnar sur le RER de Munich et vous aurez compris, en tout cas ça c'est la compréhension qu'on a en Suisse, que la clé de voûte du succès de l'utilisation des transports publics et plus particulièrement du report modal, c'est l'offre qu'on met en place, c'est l'intégration des différents moyens de transport et c'est vraiment ce que la citoyenne, le citoyen trouve comme alternative à la voiture individuelle en matière de chaîne de mobilité. Donc vraiment l'offre en termes de réseau, l'offre en termes d'horaire, etc. C'est vraiment l'élément clé pour le report modal. La tarification en tant que telle, c'est la conviction suisse, n'est pas l'élément clé pour pousser sur la répartition modale. Par contre, il y a des éléments autour de la tarification qui peuvent freiner l'accès au transport public. Et donc, c'est ces éléments-là qu'il faut effacer. Mais encore une fois, les débats de gratuité ou d'abaissement de prix, comme on les voit autour de nous aujourd'hui, donc si je dis autour de nous, je permets de dire, hein, vu de la Suisse, ce qui se passe en Allemagne, en Autriche, partiellement aussi en France, nous occupe beaucoup pour expliquer finalement à la politique suisse avant tout, même pas aux concitoyennes, concitoyens, mais surtout à la politique suisse, que sans financement, et dans le financement, la participation des usagers en fait partie, sans financement, on n'est pas en mesure de mettre en place une offre adéquate et du coup, on n'arrive pas à obtenir les résultats de report modal que nous cherchons tous pour répondre aux problématiques de l'évolution du climat. Ça, c'est peut-être pour faire le lien avec la présentation que vous avez eue tout à l'heure. Rapidement, en ce qui concerne l'Alliance Suisse Pass et moi-même, je vais essayer de partager l'écran. Voilà. Est-ce que... Attendez voir. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si elle est en mode présentation. Voilà, je crois que là, elle est en mode présentation. Voilà, sans retour de votre part. Donc, vous Pas voyez que encore, pas encore. On n'est pas pas en encore. diaporama là, hein, ouais. vous n'êtes pas en diaporama. Ouais. Donc on a le temps de se familiariser avec un écran en allemand. Voilà, ça y est, Ça y est? ça y est. Ah, très bien. Donc effectivement, la thématique aujourd'hui, c'est plus particulièrement les communautés tarifaires en Suisse. Peut-être par rapport à ça, rapidement, le positionnement de l'Alliance Suisse Pass. L'Alliance Suisse Pass, c'est la fêtière des communautés tarifaires, ou je dirais la fêtière de la branche des transports publics qui coordonne en Suisse l'ensemble des sujets concernant la tarification, la distribution et l'information voyageurs. On travaille avec une délégation de compétences des opérateurs, mais aussi avec une délégation de compétences partielles de l'ensemble des communautés tarifaires
pour soit prendre des décisions en leur nom, soit alors nous occuper à coordonner finalement l'ensemble du système. Peut-être ça par rapport au positionnement Alliance Suisse Pass. Moi-même, j'ai un historique qui a commencé d'abord effectivement dans la planification transport, mais j'étais pendant de longues années responsable commercial d'un opérateur, mais avec ça en parallèle, chef de projet et responsable opérationnel d'une communauté tarifaire, la communauté tarifaire Free Mobile, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de constituer, puis ensuite aussi diriger pendant plus de 10 ans. Mais vous remarquez, j'avais deux casquettes. Hein. J'étais responsable commercial d'un opérateur et en même temps responsable opérationnel d'une communauté tarifaire. Donc en Suisse, la tarification, elle est formellement entre les mains des opérateurs. C'est les opérateurs qui légalement ont la compétence de la tarification et toute communauté tarifaire en Suisse est d'abord et avant tout une collaboration entre différents opérateurs pour proposer une offre de biétique multimodale. Et c'est pour ça, avant de parler spécifiquement des communautés tarifaires, je me dois quand même, pour que vous compreniez culturellement où est-ce qu'on est, pourquoi on est là où on est aujourd'hui, de vous donner deux, trois informations sur le contexte national. Voilà, si la présentation avançait, ça m'arrangerait. Voilà. Euh, Point numéro un, nous avons en Suisse une très longue tradition en matière de collaboration tarifaire multi-opérateurs. On a ce principe qui existe depuis très très longtemps en Suisse. Un voyage, un billet. Alors bon, ben voilà, il y a différentes déclinaisons de ceci. Je sais qu'en France, il y a aussi un débat sur cette question qui est actuellement en cours. Ce que je veux dire par là, simplement, c'est que les opérateurs en Suisse, ils ont l'habitude de travailler ensemble pour proposer des tarifs communs. En 1857, on a eu la première fois une billetterie ou une offre de billettique transverse entre différentes compagnies de chemin de fer. Et aujourd'hui, ça fait réellement partie de l'ADN des opérateurs en Suisse de dire voilà, ben on partage nos clients. J'ai pas mon client et ton client. On a nos clients communs finalement qui commencent leur voyage près d'un arrêt de tramway ou d'un arrêt d'autobus, qui dans leur parcours journalier vont emprunter différents moyens de transport, différents opérateurs et qui vont terminer leur trajet par exemple sur une montagne, on le voit ici sur cette image à droite. Et donc pour le client, ça doit être une expérience unique de porte à porte. Et il ne doit pas se soucier de savoir est-ce que le type de transport que j'achète, il est valable ou pas chez l'un ou l'autre opérateur. C'est finalement la mission des opérateurs. Je parle ici du terme d'une longue tradition des opérateurs. Alors, je la corrige juste un tout petit peu. Cette tradition, elle découle quand même aussi d'une obligation. Il faut savoir que très vite, le régulateur en Suisse, fin du 19e siècle, il a inscrit une base légale où finalement il obligeait les opérateurs, dans certaines situations, de collaborer. C'était l'époque où les compagnies de chemin de fer poussaient un peu à gauche, à droite. On connaît ça dans tous les pays européens. Et donc, le régulateur, finalement, donc la Confédération suisse, à l'époque, il a dit, bah, vous faites comme vous voulez, vous avez la liberté de développer vos offres aux services, mais on exige de votre part de proposer dans certaines situations un seul contrat de transport aux voyageurs. On a un petit pays quand même. Donc, si pour traverser un petit pays, il faut 3, 4, 5, 6 tickets différents, ça commence à devenir compliqué. Donc, déjà aussi là, sur une base régulative, la conscience a été très vite établie qu'il faut effectivement faciliter la vie aux voyageurs. Vous voyez ici en image très clairement où, au jour d'aujourd'hui, la collaboration entre les opérateurs est obligatoire. On est dans une logique où finalement la compagnie ferroviaire nationale, donc les CFF, sont obligés de participer ensemble, donc ils sont contraints de collaborer ensemble avec des opérateurs régionaux et locaux. Ils sont contraints, tous ces acteurs que vous voyez là sous couverture obligatoire, sont contraints de collaborer pour autant qu'ils obtiennent, c'est toujours la question bâton et carotte, ils obtiennent des aides financières, des subventions, des indemnités de la part de la Confédération. La Confédération suisse, elle dit tout simplement, on participe au financement des coûts d'opération de différents services qu'on partie commande, et donc vous obtenez de notre part un financement sous condition que vous proposez un tarif commun. On a aussi une partie facultative. On a des opérateurs qui, eux, n'ont pas une fonction de desserte comme elle est définie en Suisse par rapport aux
aux dessertes, la desserte territoriale, pardon. Donc des opérateurs trafic touristique qui ont la liberté de participer finalement à ce club des opérateurs qui proposent une tarification continue. Leur intérêt finalement, c'est d'avoir la visibilité, c'est d'avoir accès à un marché auquel ils n'auraient pas accès autrement, c'est de pouvoir bénéficier de canaux de communication, de pouvoir bénéficier de plateformes de vente. Et à l'inverse, pour les opérateurs, je dirais transport public classique, évidemment, c'est très intéressant dans une période où le trafic loisir commence à prendre davantage d'intérêt, d'avoir des partenaires du tourisme qui participent également à cette collaboration tarifaire nationale, régionale, j'en reviendrai tout à l'heure, justement dans la logique de dire, du lundi au vendredi, vous allez au travail, et puis le samedi, dimanche, vous allez en montagne, vous allez sur un bateau. C'est quoi l'alternative à l'utilisation de l'automobile? C'est pas simplement une offre qui est au niveau de l'horaire intégré, mais aussi au niveau du tarif qui est intégré. Donc, je pense que là, avec ces trois images, vous avez compris que cette notion de collaborer, cette notion finalement de trouver des solutions pour proposer une tarification continue, pour enlever cette barrière pour l'utilisateur, pour le client, pour le citoyen d'accéder à ce système de transport public, est un intérêt, une volonté partagée sur un plan politique et autant aussi sur un plan des opérateurs. Il y a vraiment un intérêt commun sur ce point-là. Et donc aujourd'hui, nous, on ne se pose pas la question, est-ce qu'il faut collaborer? Est-ce qu'il faut trouver des solutions de tarification communes? Mais on se pose toujours la question, comment le faire? Comment évoluer? Donc, ce n'est pas la question de fond qui est chez nous une question, mais de temps en temps, la question, effectivement, comment faire évoluer. Je reviens maintenant sur les communautés tarifaires. D'abord, un très très court historique. Les premières communautés tarifaires régionales ont commencé à fleurir à partir des années 1980. Il y a une première communauté tarifaire qui a été créée à Bâle. Pour la petite histoire, le déclencheur de cette communauté tarifaire à Bâle provenait de la crise climatique fin des années 70, début des années 80, les forêts qui commencent à mourir, les questions du pétrole. Donc, vous voyez que, allez, 40 ans plus tard ou 50 ans plus tard, on a toujours un peu les mêmes thématiques. Et donc, il y avait deux préoccupations. La préoccupation de certains groupements politiques qui disaient on souhaite intervenir sur le niveau du prix et sur un plan régional. Et donc, à l'époque, il n'y avait que cette tarification nationale qui existait. Et donc, il fallait créer une solution, une entité plutôt régionale qui permettait aux commanditaires, aux pouvoirs publics de pouvoir, avec des financements spécifiques, influencer le niveau de prix. Donc, c'était un des éléments qui a déclenché la constitution du TNW, Tarifverbund Nordwestschweiz, donc dans la région de Bâle. Et le deuxième élément, il faut le dire ici, il y avait déjà des revendications pour la gratuité des transports publics à l'époque. Et déjà à l'époque, la réponse en Suisse était non. Il faut qu'il y ait un financement, il faut que les utilisateurs des systèmes contribuent finalement au coût de fonctionnement. D'ailleurs, c'est un élément qui est inscrit dans notre Constitution. Donc, c'est un élément constitutionnel, comme quoi les transports publics doivent être payants. Par contre, effectivement, là encore une fois, comme je disais avant, le niveau de prix, lui, évidemment, il peut s'adapter selon les pouvoirs d'achat, selon les politiques régionales. Et donc, c'était le deuxième élément. Donc, la communauté tarifaire bâloise. Vous voyez un deuxième cadre un peu plus à droite, en 1990-11, la fondation de la communauté de trafic zurichoise, le ZVV. Alors, vous voyez que j'ai souligné le terme communauté tarifaire et puis la communauté de trafic. La différence entre les deux est qu'une communauté tarifaire est une collaboration principalement entre entreprises transport, donc entre opérateurs, pour proposer une tarification commune, rien de plus. Alors qu'une communauté de trafic, comme le cas de Zurich, elle va au-delà. Elle va effectivement planifier un horaire, elle va planifier l'offre, elle prend le rôle de commanditaire finalement, et dans son rôle de commanditaire, elle aura finalement ces deux casquettes, concevoir l'offre, coordonner l'offre, et en même temps adapter la tarification qui va là autour. Ça donne aussi une cohérence au niveau du financement. Donc finalement, le commanditaire, il se dit, finalement, qu'est-ce que je peux me payer avec l'argent que je reçois à travers les impôts et quelle est la part du financement qui doit venir de la part des utilisateurs du système. Et donc, il a finalement la main sur tout. Donc, on a ces différenciations entre une communauté tarifaire et une communauté de trafic. Zurich est la seule région à disposer au jour d'aujourd'hui d'une communauté trafic en Suisse. Toutes les autres communautés sont des communautés tarifaires exclusivement.
voyez tout à droite encore le terme de la Convention 500 entre en vigueur, l'Alliance suisse passe voit le jour, donc en 2020. Les communautés tarifaires et les opérateurs se sont réunis au sein de l'Alliance Suisse Pass, justement pour assurer une coordination de l'évolution de la tarification. Je reviendrai sur les défis et en partie les raisons de ce rapprochement tout à la fin sur ma dernière image quand je parlerai de l'évolution. J'aimerais maintenant peut-être venir directement sur le cadre des communautés tarifaires en Suisse. Donc, on dispose au jour d'aujourd'hui de 18 communautés tarifaires principalement articulées autour des centres urbains. Il faut savoir que dans les années 1980, la problématique de réaliser cette continuité de la tarification était surtout liée au réseau urbain. On avait des solutions techniques informatiques qui permettaient de combiner un train à un bus régional, mais le volume du nombre d'arrêts dans les régions urbaines ne permettait pas finalement d'intégrer les réseaux urbains dans cette logique nationale. C'était aussi une des raisons techniques finalement qui ont poussé un tout petit peu à la création de ces communautés tarifaires, principalement autour des centres urbains. On a aujourd'hui, surtout dans le canton de Valais, dans le canton des Grisons, vous voyez ça dans le bas de la carte, les régions de montagne qui ont des vallées, qui ont peut-être pas une logique de centre, de concentricité, mais qui sont plutôt dans des logiques linéaires, où là, aujourd'hui, on ne dispose pas encore de communautés tarifaires, mais je dirais l'essentiel du territoire suisse est couvert avec des communautés tarifaires. La tarification nationale, on peut la considérer quelque part comme la 19e communauté tarifaire, un peu la communauté tarifaire supra. Hein, dès que vous dépassez le périmètre d'une région, ben vous montez dans l'échelle nationale. Et donc, vous voyez tout d'un coup l'intérêt aussi de coordonner le niveau régional avec le niveau national, principalement par rapport aux différentes règles qu'on applique pour comment dire, les catégories de clients, les questions d'âge, les questions de validité, une carte journalière, est-ce que partout elle a la même durée, par rapport au système de vente, par rapport au système de contrôle, donc des aspects très, très opérationnels. Ben, vous comprenez tout de suite qu'avec cette superposition de ces deux couches, donc la couche régionale, la couche nationale, une collaboration étroite, une coordination, une harmonisation là où c'est utile, fait beaucoup, beaucoup de sens. Encore une fois, dans l'intérêt des usagers du système pour que pour eux, finalement, les demandes sont complètement transverses. Ils ne doivent pas se poser la question est-ce que c'est valable ou pas, tout en conservant effectivement avec la couche régionale cette autonomie pour les régions de définir les offres et surtout le niveau prix selon leurs besoins. Je vais passer maintenant rapidement à travers les éléments qui structurent une communauté tarifaire en Suisse, qui peuvent paraître relativement banales, mais je vais peut-être donner 2-3 accents sur le cadre suisse. On a une base de tarification uniforme couvrant un territoire régional, ce qui veut dire en Suisse très concrètement qu'on a des systèmes de zones. Alors, on a des systèmes de zones, on connaît aussi dans des régions françaises, des systèmes de zones qui sont plutôt concentrés autour des centres. J'ai pris ici un extrait à titre illustratif du plan de zone de la communauté tarifaire Antwerp, dans le canton de Neuchâtel, limitrophe finalement à la France. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, ben, vous avez finalement deux centres urbains. Vous avez le centre urbain de Neuchâtel et le centre urbain de la Chaux-de-Fonds-le-Locle. Et donc, un système de zones qui permet à représenter les spécificités de cette territorialité. Vous voyez là au milieu une zone, la zone 30, si vous arrivez à lire, qui est une zone un peu bizarre. Ben, il faut savoir que c'est une vallée avec deux pôles à l'intérieur de cette vallée qui fonctionnent ensemble. Donc la définition finalement du découpage d'un territoire en zone est déjà un élément très, très structurant pour une région. Donc déjà dans la configuration d'un plan de zone, on analyse au préalable quels sont les types de déplacements qui sont faits, quels sont les pôles qui sont interconnectés, quelle est la fonction territoriale finalement aussi du réseau de transport public qui existe. Et c'est par rapport à ça qu'est défini un plan de zone pour qu'il ait une logique que l'usager finalement qui va utiliser ce système peut accepter. Après, il y a aussi des logiques politiques qui se rajoutent évidemment, de savoir finalement quels sont les niveaux de prix qu'on veut avoir, quels sont les
les localités quand on joue dans une même zone, etc., etc. Il y a par exemple des fonctions de transport scolaire auxquelles on doit tenir compte. Mais voilà, donc c'est vraiment un travail de base qui est fait de trouver une logique de découpage du territoire qui après détermine la base pour la tarification sur la base d'un système de zone. Ça, c'est un premier élément très important. Deuxième élément qui peut à lui aussi paraître banal, mais qui vous expliquera peut-être aussi un peu la logique tarifaire comment la suit, c'est la définition de l'assortiment, assortiment d'abonnements et de billets. La plupart des communautés tarifaires en Suisse, la quasi-majorité, a ce découpage-là. On a encore une communauté tarifaire au jour d'aujourd'hui qui est qu'une communauté d'abonnement, donc qui propose que des offres pour des déplacements mensuels et annuels, mais pas pour des voyages individuels. Alors, vous avez ici un extrait, juste à titre illustratif, d'une partie de la grille tarifaire de la communauté tarifaire Mobilis. Mobilis, qui est la communauté tarifaire qui est autour de Lausanne et tout le canton de Vaud, où vous voyez tout en haut une offre de billets, tout en bas l'offre des abonnements qui sont déclinés en abonnements mensuels, annuels, pour jeunes, pour adultes. Et déjà là, ça devient très intéressant, c'est de dire, est-ce que toutes les communautés tarifaires ont le même assortiment ou pas? Alors, à 90%, oui, toutes les communautés tarifaires disposent de billets, toutes les communautés tarifaires disposent d'abonnements annuels et mensuels pour adultes et jeunes, mais pas toutes les communautés tarifaires, par exemple, proposent des cartes multijours, comme on les voit ici. C'est une spécialité d'une communauté, c'est possible, mais pas toutes les communautés le proposent. Pas toutes les communautés proposent des offres abonnées pour des personnes seniors. Là aussi, ça dépend tout aussi de la politique régionale. C'est en accord avec les commanditaires qu'on définit est-ce que oui ou non, est-ce que les seniors sont une catégorie de clients auxquels il faut proposer une offre tarifaire. Il y a des régions, par exemple, qui disent non, on ne propose pas une offre tarifaire particulière disponible à tous les seniors. Nous, on souhaite plutôt soutenir les seniors qui ont vraiment un besoin économique, qui ont vraiment un souci. On leur offre des bons. Et avec ces bons, ils arrivent après à acheter des abonnements mensuels, annuels, à des prix très, très avantageux. Donc là, on a déjà les politiques des différentes régions qui interviennent. Ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui, ce qui est clairement harmonisé sur un plan suisse, que toutes les communautés tarifaires font d'elles-mêmes, même si c'est pas une contrainte, mais voilà, l'échange à travers un organe comme l'Alliance Suisse Passe permet de trouver des accords et finalement des alignements qui font du sens. Tout le monde a des billets, tout le monde a des abonnements. Les catégories d'âge sont harmonisées. Donc, dans les billets, les enfants sont considérés, ou on considère des enfants des personnes entre 6 et 16 ans. C'est partout la même règle, avec une toute petite exception du côté de Genève. Pour les offres abonnées, on considère la catégorie jeune partout de 6 à 25 ans. Voilà, donc il y a comme ça des éléments, je dirais, normatifs qui se sont développés, qui s'appliquent partout à la même chose, pour qu'un citoyen, s'il devait déménager de Genève à Zurich, arrivant à Zurich, il est habitué au système genevois, il arrive à Zurich et puis il va retrouver la même systématique avec des niveaux de prix différents, certes, peut-être avec des offres qui sont complémentaires, il y a des éléments qui n'existent pas à Genève, mais il va retrouver la même structure un peu ailleurs. Et ça, c'est un élément très important quand on parle d'harmonisation. C'est quand finalement le citoyen qui se déplace à travers le territoire, il va toujours retrouver des repères où il dit ah oui, je comprends le système, je ne dois pas faire un doctorat avant de pouvoir réutiliser le système de transport public dans une autre région, dans une autre ville, dans un autre RER. Il retrouve les mêmes bases. Donc ça, c'est le deuxième élément, un assortiment d'abonnements et de billets. Le troisième élément qui est très très important aussi, c'est de développer, de travailler sur une communication, une promotion commune. Et si j'utilise le terme commune, ça veut dire que les opérateurs actifs dans un même territoire se mettent ensemble pour fixer un plan de communication, un plan de promotion. Ils vont fixer ensemble les contours d'une marque commune pour cette région-là et ils vont travailler sous le couvert de cette marque. Je vous donne ici l'exemple un extrait du site internet de la communauté tarifaire Free-Mobile, donc Free-Mobile qui couvre le canton de Fribourg et une partie du canton de Vaud. Et donc là, vous voyez, il y a déjà un terme, voilà, Free-Mobile, le choix du nom de cette communauté tarifaire, quelque part, cette marque, c'est un choix qui a été fait par les opérateurs. Alors, il a été fait
on a un accord avec les commanditaires sont associés, je reviendrai après au niveau de l'organisation, mais la décision formelle, en tout cas au sein de Free Mobile, c'est les opérateurs qui prennent. Donc, ils décident de mettre en place une marque. Ils ont décidé de mettre en place une petite mascotte pour avoir un élément de communication. Il y a peu de communautés tarifaires en Suisse qui ont une mascotte. Ben, Free Mobile, c'est le cas, mais c'était un choix des opérateurs. Et donc là, pendant l'été, Free Mobile propose un abonnement week-end pour 49 francs. On paye une fois 49 francs et puis avec ça, on a le droit de voyager tous les week-ends et tous les jours fériés en juillet et août sur l'ensemble du périmètre de la communauté tarifaire Free Mobile. Donc c'est une offre estivale pour inciter à l'utilisation. L'élément visuel important, ça vous allez retrouver dans toutes les communautés tarifaires en Suisse, c'est tout en bas sur la page, vous retrouvez tout d'un coup une petite ribambelle de logos. C'est les logos des différents opérateurs qui font partie de cette communauté tarifaire. Vous avez les TPF, donc les transports publics fribourgeois qui sont l'opérateur principal dans le canton de Fribourg, les chemins de fer fédéraux CFF, BLS, carte postale. Donc vous trouvez les opérateurs qui finalement font partie de la communauté tarifaire Free Mobile. Si vous prendrez une campagne de promotion j'ai cité avant Mobilis, donc le canton de Vaud, autour de Lausanne, ben vous allez retrouver les 12, 13, 14 logos des différents opérateurs qui font partie de cette communauté tarifaire. Pour le client, c'est un peu comme vous arrivez à la porte d'un magasin, puis vous avez l'autocollant, ici on accepte la carte bleue, ben voilà, c'est un peu la même chose. Voilà les opérateurs qui font partie et le type de transport dont vous disposez, ben, est valable dans les trains, les bus, les remontées mécaniques, les bateaux, les opérateurs qui sont listés là. Donc c'est un élément très important. Donc, les opérateurs abandonnent d'eux-mêmes une partie de leur image, mais comme ils font eux-mêmes partie des organes décisionnels, comme c'est eux-mêmes qui définissent le programme de communication et de promotion, ben ils sont porteurs. Donc c'est pas une discussion moi et toi, c'est pas les chemins de fer fédéraux contre quelque part un opérateur local, c'est un produit commun, on fait la promotion en commun et ça c'est un élément très très important pour que finalement cette offre soit aussi crédible de porte à porte pour que le vendeur a un guichet, que le directeur général d'une entreprise, qu'à tous les échelles, finalement, on porte cette marque et on porte cette idée qui permet aussi après les évolutions nécessaires. Évidemment, je suis obligé de parler d'un élément qui est peu intéressant pour les clients, c'est toute la structure organisationnelle. Donc, chacune des communautés tarifaires dispose de sa structure organisationnelle. En Suisse, en règle générale, la forme juridique qui est choisie pour les communautés tarifaires est une société simple. Société simple, alors je connais pas très bien le cadre légal français, mais je veux dire c'est une société qui se constitue quelque part tout simplement par collaboration, par simple collaboration, mais c'est clair que les règles essentielles en matière de prise de décision, en matière de délégation de compétences, typiquement, ben voilà, il faut bien qu'il y ait une cellule opérationnelle. Il faut que, par exemple, un des opérateurs s'occupe au nom des autres à gérer cette communauté tarifaire, etc. Évidemment, ces règles sont écrites, mais juridiquement, la plupart de ces communautés tarifaires sont des collaborations plus ou moins libres, je dirais ça comme ça, avec un cadre légal relativement ouvert. Ce qui est très, très réglementé, c'est le monde des règlements tarifaires, parce qu'effectivement, comme on a comme toile de fond la tarification nationale, ben lorsqu'on fait une tarification régionale, il faut, je dirais presque des dispositions qui se différencient de ces tarifications nationales. Donc, en gros, lorsqu'il n'y a pas de règles sur un plan régional, c'est les règles nationales qui s'imposent. Et lorsqu'on veut dévier de ces règles fixées sur un plan national, ben, il faut un cadre régional. Et ça concerne évidemment des questions de niveau de prix, d'assortiment. Et je vous montre un extrait d'un tarif, on appelle ça en Suisse en tarif. Ben voilà, vous avez une table de matière relativement complexe, c'est la page 1 de 2 pages de table de matière où il y a toutes ces thématiques qui sont citées. Je donne juste 2, 3 exemples pour voir un peu qu'est-ce qu'on règle et qu'est-ce que les opérateurs entre eux fixent comme règles. Ben, évidemment, c'est le champ d'application, c'est déjà savoir quelles sont les entreprises qui participent, c'est de savoir à quelle ligne ça s'applique, est-ce qu'il y a des lignes qui sont exclues, est-ce qu'il y a des lignes qui sont pas exclues. Vous avez un petit point, là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, 1.2, service de substitution. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, sur une ligne de train,
il y a des travaux. On interrompt pendant un week-end un service de train et il y a un remplacement bus. Ben voilà, c'est réglé ici que les tickets qui normalement ou les abonnements qui normalement sont valables sur cette ligne train sont automatiquement valables sur la ligne de bus de substitution, indépendamment de l'organisation de cette ligne de substitution. Donc si cette ligne de substitution devait être organisée par un privé, la compagnie de chemin de fer mandate un privé pour exploiter cette ligne, et c'est même plus en leur nom, ben c'est égal. Lorsque c'est un service de substitution, maintenant là, dans le cadre de cette communauté, les billets doivent être connus valables. Et c'est clair, à ce moment-là, vous avez, doivent être connus valables, ça veut dire quoi? Donc, il faut savoir quelle est la forme de ce billet. Donc, voilà, il y a des dispositions que vous voyez là au point 2, point 3. Donc, comment est réglée l'émission des titres de transport? Donc, là aussi, on se met d'accord. Qui peut émettre des titres de transport? Qu'est-ce qui doit être écrit dessus? Quelle est l'information qui doit être dessus? Je vous fais grâce des modèles de titres de transport. Il y a 3-4 pages après de modèles de titres de transport qui sont déposés derrière. Mais effectivement, il faut expliquer la forme. Il faut après un sujet pas anodin du tout, définir comment on effectue le contrôle des titres de transport, donc quelles sont les informations nécessaires pour le contrôle. Donc, vous voyez, c'est des éléments très opérationnels, mais qui sont nécessaires pour que, excusez-moi l'expression, le client, lui, voit que du feu. C'est-à-dire, c'est des règles du jeu que les opérateurs se donnent, qui définissent comment, effectivement, ils travaillent ensemble, toujours sous la haute surveillance et des commanditaires et du régulateur. Donc là, vous avez, ça c'est un extrait d'un document qu'on appelle le tarif, qui fixe ces règles, et il doit être validé aussi par l'Office fédéral des transports, qui lui doit dire oui, je suis d'accord que vous fonctionnez comme ça. Et comme on est un petit pays, effectivement, comme il y a beaucoup d'opérateurs qui fonctionnent dans une ou plusieurs communautés tarifaires, vous pouvez aussi bien vous imaginer qu'un tel document est très souvent un copier-coller de ce qui se fait ailleurs. Donc, allez, là, encore une fois, le 90-95% est similaire dans toutes les communautés tarifaires. Et il y a des besoins spécifiques régionaux où là, on dit, OK, sur tel et tel et tel point, on diverge parce que ça fait du sens, parce que sur le marché en question, c'est compris et on a besoin finalement de cette différenciation. Voilà, je dirais, les principaux éléments structurants en communauté tarifaire. Quelle évolution? Alors, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Parce que finalement, je pourrais m'arrêter un peu sur ce constat que voilà, ça fait depuis les années 80 qu'on met en place ces communautés tarifaires, que c'est des structures qui sont établies et fonctionnelles, que voilà, chaque année on se pose la question, quel est le point de promotion d'année prochaine, sur quelle clientèle cible on doit se développer, quelles sont les adaptations de l'offre horaire qui nécessitent peut-être une adaptation du plan de zone, parce que tout d'un coup il y a des nouvelles lignes ou des lignes qui ont été changées, donc peut-être il faut changer le plan de zone. Donc il y a des tâches très très opérationnelles, mais qui structurellement n'amènent plus de grands travaux. Alors, on a une interrogation qui vient évidemment par l'évolution des marchés de mobilité. Ça a aussi été évoqué tout à l'heure. Quelle est l'intégration, par exemple, de l'utilisation du vélo? Quelle est l'intégration d'autres formes de mobilité complémentaires au transport public pour pouvoir proposer une chaîne de transport réellement alternative à l'utilisation de la voiture individuelle? Donc ça, c'est une des grandes thématiques qu'occupent aujourd'hui les communautés tarifaires. Est-ce qu'on doit activement intégrer ces activités de mobilité complémentaires, ou est-ce qu'on doit juste trouver des partenariats, ou est-ce qu'on fait abstraction de tout ça? Donc c'est une question fondamentale. Il y a des fortes attentes en matière de simplification et ou harmonisation tarifaire. Donc, je l'ai mis là un peu comme exemple. On a 18 communautés tarifaires pour 9 millions d'habitants. Imaginez-vous que vous avez la région Île-de-France qui s'articulerait autour de 4, 5, 6 communautés tarifaires. Alors, même si vous avez harmonisé les règles du jeu, même si vous avez les mêmes bases d'assortiment, etc., mais vous retrouvez avec 4, 5, 6 communications différentes en Île-de-France, si je peux me permettre cet exemple-là, je ne pense pas que le client et le citoyen s'en sortiraient. Donc ça, c'est clairement un débat. D'ailleurs, il est aussi lié au point précédent. On voit aujourd'hui que les marchés historiques des communautés tarifaires qui s'articulaient souvent autour des frontières d'une région, aujourd'hui, finalement, cette logique-là, elle est perdue. Hein. On voit déjà très clairement le cas entre Lausanne et Genève, où on a deux communautés tarifaires, mais on a beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités de mobilité entre ces deux pôles-là. Est-ce que ça ne ferait pas plus de sens finalement de réunir
ces deux communautés tarifaires et voilà, est-ce que c'est encore des communautés tarifaires ou est-ce qu'on est justement plutôt dans une logique de marché? C'est les opérateurs transport public de ces deux régions qui se mettent ensemble pour proposer une offre et commercialiser les offres. Donc, il y a un peu les questions qui se posent aujourd'hui. Et très clairement, ben voilà, c'est quoi encore au jour d'aujourd'hui, alors que le travail a été fait, le travail était nécessaire de faire, c'est quoi encore la plus-value d'une structure d'une communauté tarifaire au sens premier du terme, parce que finalement, la tarification, c'est quoi les tâches, c'est quoi les priorités de l'avenir, c'est un peu les points précédents que je vous ai évoqués, où chacune des communautés tarifaires se pose aujourd'hui la question, c'est quoi leur avenir, mais où finalement, sous le couvert et sous la plateforme de l'Alliance Suisse-Pass, et sous ce slogan de l'engagement commun qu'on a tous, on se pose un peu la question, c'est quoi maintenant la prochaine génération des activités et des besoins des communautés tarifaires? Voilà. Ça, juste aussi pour vous donner un peu une perspective, dire bon, il y a du travail qui a été fait. Je pense que le travail aujourd'hui il a montré un résultat globalement très très positif. Mais effectivement, il faut pas s'arrêter là. On se pose déjà la question de je dirais la prochaine génération des communautés tarifaires. Où est-ce qu'on Voilà, j'aurais terminé avec mes explications et je suis à votre disposition maintenant pour toutes les questions que vous pourriez avoir en essayant de répondre au mieux maintenant ou peut-être dans un autre échange. Merci, monsieur Eichhorn. Euh, Merci de ce panorama, hein, qui donne la vision globale finalement de ce qui est mené en matière de politique tarifaire. Nous, on a quand même pas mal l'habitude dans l'Hexagone de politique morcelée. Donc, on comprend que il y a à la fois bien sûr, un objectif de simplicité, mais ça, on l'a tous, mais il y a quand même de la lisibilité dans ce que vous nous présentez, il y a de la cohérence territoriale, il y a de la cohérence globale, il y a des politiques spécifiques, il y a le rôle des opérateurs unis. Hein. Voilà, toutes choses qui nous font forcément réfléchir, pas forcément transposables telles que dans le territoire, dans le contexte français, mais véritablement une interpellation par rapport à nos usages, je le répète, trop souvent morcelés ou simplement coordonnés, qui existent dans notre hexagone. La parole peut-être à Benoît Durand qui a une question. Oui, bonjour. Donc, Benoît Durand, je suis de Rallumons-l'Étoile, une assoce qui défend la RER à Toulouse. Donc, ma première question, c'est le fait que si une communauté tarifaire décide d'être agressive sur les prix pour des raisons de report modal, comment la coordination peut se faire avec les d'autres communautés? Et donc voilà, et notamment, faut quand même repréciser que en Suisse, on peut quand même aller d'un bout à l'autre de Suisse avec le même ticket, donc c'est quand même un avantage énorme. Et donc, quelle coordination par rapport aux tarifs, en sachant que l'Office fédéral paye une grosse partie quand même, notamment sur les RER, et bon, je ne sais pas sur le reste, mais donc est-ce que l'Office fédéral peut, enfin, est-ce que c'est lui qui coordonne ou pas, c'est les choix des tarifs? Et ma deuxième question, c'est sur les nouvelles applications qui changent complètement la donne. Donc nous, en fait, l'application Fertic, qui, à ce que j'ai compris, est déjà appliquée en Suisse, et c'est une entreprise suisse, qui nous s'applique là actuellement en Occitanie, et ça va être une révolution parce qu'en fait, on aura sur l'appli absolument tous les tarifs. Il suffira de monter dans le train, d'appuyer sur Je monte dans le train, et quand on sort, appuyer Je sors du train. Et en fait, toute la facturation se fera après, en post-paiement, et toutes les réductions en fait s'appliqueront à chaque fois sur la réduction la plus avantageuse, quel que soit son âge, même s'il y a, bon, il y a trois offres différentes, mais au final, il y a une politique très agressive de notre région sur les prix et une application qui va vraiment tout révolutionner parce qu'il n'y a plus aucune question à se poser sur l'achat du billet ou les remboursements ou des choses comme ça, quoi. Donc, si vous avez un mot là-dessus. Oui, voilà. Peut-être compléter la question avec une question sur les taux de couverture en Suisse, hein, en précisant s'il s'agit du petit ou du grand équilibre d'ailleurs. Hein. Alors, c'est
Tout à fait. Alors, je commencerai peut-être par la question qui était évoquée par rapport aux nouvelles applications, Fertic et consorts. Alors, Fertic, effectivement, était inventé en Suisse. J'étais parmi un des investigateurs de cette solution, toujours dans cette logique de dire, voilà, comment est-ce qu'on arrive à enlever les barrières. Au jour d'aujourd'hui, on demande à nos clients d'acheter un ticket avant d'utiliser les transports publics. Imaginez-vous que vous allez dans un restaurant et puis vous devez d'abord passer à un comptoir pour acheter un ticket pour obtenir votre café et puis après vous allez au deuxième comptoir pour prendre votre café. C'est comme ça que fonctionne aujourd'hui le monde des transports publics. Et donc, si vous avez déjà si vous arrivez à enlever cette barrière, effectivement, vous avez déjà fait beaucoup de choses. Et donc, Fertic va dans cette logique-là. Ces nouvelles applications, et ça c'est un grand défi pour la Suisse, ces nouvelles applications ont l'avantage qu'elles partent un tout petit peu d'une feuille blanche. Ça veut dire qu'elles utilisent les possibilités actuelles, la technologie, pour répondre à des problèmes qu'on connaît depuis plus de 100 ans. En Suisse, on a mis en place cette collaboration entre les différents opérateurs avec des règles, avec des règlements, avec des principes de collaboration. On a mis en place des plateformes techniques aussi de collaboration. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, en Suisse, on dispose de ce qu'on appelle la plateforme Nova. C'est un système de back-office pour les systèmes de vente. Tous les systèmes de vente de tous les opérateurs en Suisse sont raccrochés sur cette plateforme centrale Nova. Et c'est sur cette plateforme-là qu'on peut gérer les tarifications nationales et régionales et même individuelles des opérateurs. Donc, c'est sur une plateforme et c'est depuis là, après, c'est distribué sur tous les canaux de vente. C'est aussi à partir de là qu'on peut faire un contrôle systématisé. Mais je dirais, on a dû mettre presque en place une telle plateforme très lourde, très chère et très coûteuse, à défaut d'autres alternatives. Et aujourd'hui, effectivement, la technologie, elle a tellement évolué qu'on peut arriver avec des plateformes, avec des applications, pardon, qui, pour le client, peuvent cacher toute cette complexité des différents opérateurs et des différents tarifs derrière cette application-là. Et nous, typiquement, aujourd'hui en Suisse, on a ce défi d'adapter notre système de tarification. On a un grand projet aujourd'hui en route. J'en ai pas parlé ici parce que je pourrais faire une session complète d'une heure là-dessus, sur une nouvelle tarification électronique nationale continue, donc qui intègre la base de tarification de l'ensemble des tarifications suisses, avec comme principe, on dispose d'une application qui enregistre le voyage. Donc, on connaît le parcours que fait le voyageur, on connaît le profil du voyageur, sans connaître le voyageur. À la rigueur, c'est même pas important de savoir que c'est Helmut Eichhorn qui est voyageur, mais j'ai un identifiant qui permet, voilà le profil de cette personne-là, et par rapport à ce profil, je peux faire une tarification. Ce que la région Occitanie met en place au 1er août correspond exactement à cette logique que nous, on est en train de développer en Suisse, à la petite différence près que la région Occitanie, dans ce domaine-là, pour le moment, n'avait rien. Donc, elle peut être très agressive. Elle peut partir quelque part d'une feuille blanche. Nous, on a le défi d'avoir un système qui, finalement, existe depuis plus de 100 ans. Et donc, on doit le faire évoluer. Donc, on doit faire évoluer aussi des habitudes. Le jour où on aimerait passer dans un tel système, on devra vraiment convaincre les clients, effectivement, que le nouveau système, il est meilleur que l'ancien. Et ça, c'est un défi pas évident. Mais donc, effectivement, nouvelle application donne des nouvelles possibilités. Et je pense là, au jour d'aujourd'hui, il y a encore peu d'éléments structurants, comme je les évoquais avant. Ça peut être une alternative, effectivement, au lieu de mettre en place une nouvelle structure. On parlait de la question de la tarification. Qui a la compétence de décider? Alors, formellement, c'est de la compétence des opérateurs. C'est les opérateurs qui, au sein d'une communauté tarifaire, par exemple, décident si oui ou non ils veulent augmenter les prix. Il y a des communautés tarifaires qui disposent de règles explicites qui disent voilà, on veut augmenter les prix parce qu'on a besoin de plus de recettes. Et si le commanditaire n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème. Ben, on maintient les prix, on peut les abaisser, mais c'est le commanditaire qui, lui, doit compenser totalement la différence de prix. Donc, vous avez vraiment une logique, je dirais, de marché économique où les opérateurs, ils disent, par rapport aux services que je dois mettre en place, avec les indemnités / les subventions que je reçois, quel est le delta? Et ce delta, je dois l'obtenir sur le marché auprès des utilisateurs du système. Mais ça, c'est très théorique. Parce qu'en réalité, qui paye décide, qui décide paye. Et donc, vous avez trouvé, vous avez parlé de l'OFT, l'Office fédéral des transports, donc la Confédération, qui est un des commanditaires. Il y a un deuxième commanditaire, c'est les comptants, qui eux sont très, très importants. Et on oublie souvent en Suisse, dans le débat national, les municipalités, les villes,
Il faut savoir que la Confédération, elle paye beaucoup dans l'infrastructure, aussi dans les agglomérations, mais en termes de coûts d'exploitation réguliers, la Confédération ne paye pas grand-chose. Elle paye un tiers. Les deux autres tiers sont payés justement par les entités locales, régionales. Et donc, typiquement, vous prenez un réseau comme Genève ou un réseau comme Lausanne. C'est les communes du Grand Lausanne, du Grand Genève qui payent l'essentiel du système de transport public. Et la Confédération, là-dedans, dans les coûts d'exploitation, ne paye rien. Donc maintenant, vous comprenez tout de suite que lorsque vous vous retrouvez dans une communauté tarifaire avec un groupement d'opérateurs qui a un besoin économique et un groupement de commanditaires avec des intérêts divers et variés, on se retrouve dans le système suisse du grand compromis. Ça veut dire on fait des grandes discussions pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, des politiques de tarification agressives sont difficiles rien que déjà par cet aspect-là, parce qu'il y a cette compréhension entre le monde, je dirais, économique, opérateur et politique, peut-être aussi politique sociale, où on dit qu'il faut trouver un équilibre entre le financement du système, l'acceptation du public, et donc des politiques très, très agressives ont relativement peu de chance en Suisse. On a eu des démarches par rapport à la gratuité, et vous avez même eu les groupements politiques plutôt, excusez-moi le terme, plutôt de gauche, plutôt favorables à ce genre de politique, qui les défendent, en tout cas pas intégralement. Vous avez peut-être les jeunes verts qui vont défendre ça, mais déjà le parti écolo suisse ne défend pas des politiques de gratuité de transport public parce qu'ils comprennent tout de suite qu'on s'enlève un élément essentiel du financement du système. On a, pour finir, il y a la question de taux de couverture. Alors, en Suisse, au jour d'aujourd'hui, en moyenne, dans l'ensemble du système de transport public, tout moyen de transport confondu, que ce soit des trains, grandes lignes CFF, que ce soit du trafic urbain, etc., on a à peu près un financement à peu près 50-50. Donc, à peu près 50% est payé par les usagers, 50% est payé par les pouvoirs publics. Mais évidemment, dès que vous sortez dans des régions périphériques, vous retrouvez avec des taux de couverture de 10%, 15%, 20%, et le reste est effectivement payé par les pouvoirs publics. Par contre, en contrepartie, vous retrouvez des régions où vous avez des taux de couverture 80-90%. Il y a des lignes qui dépassent les 100% de taux de couverture, mais c'est là qu'on rentre de nouveau dans la logique du réseau même vu d'un point de vue national, où en fait, tous ces différents acteurs et tous ces différents réseaux partiels s'interconnectent pour faire un système d'ensemble. C'est pour ça, nous, au niveau de l'Alliance Suisse Space, sur un plan national, on parle toujours d'un taux de couverture d'à peu près 50%. Et donc, politiquement, c'est un élément très intéressant parce qu'on dit, voilà, on a une offre de transport public qui est financée à moitié par celles et ceux qui l'utilisent et à moitié par les contribuables. On est nouveau un peu dans la logique du compromis, vous l'aurez compris. Quand on a des débats de savoir qui doit payer plus, qui doit payer moins, cette logique-là, effectivement, elle est aujourd'hui bien acceptée, bien. Alors, deux questions. François Lemaire et Guylaine. Oui, très intéressant. Et effectivement, pour nous Français, c'est extraordinaire de voir une situation, une communauté tarifaire telle que vous l'avez présentée. Mais par contre, j'avais une question. Quand on voyage d'une communauté tarifaire à une autre communauté tarifaire, comment ça se passe? Je vais de la communauté tarifaire Mobilis, de Lausanne, je vais à Zurich. Est-ce que je peux acheter d'une zone Lausanne à une zone Zurich? Voilà. Alors, oui. Alors, et c'est là, c'est un peu la complexité du système. Vous pouvez soit choisir l'offre nationale pure, c'est-à-dire vous achetez à ce moment-là pas d'une zone Lausanne à une zone à Zurich, mais d'un arrêt à Lausanne à un arrêt à Zurich. Donc ça, c'est la tarification nationale qui existe toujours comme couche de fond. Donc, la règle habituelle veut dire que lorsque vous dépassez le périmètre d'une communauté tarifaire, vous remontez sur le niveau de la tarification nationale, qui, elle, n'est pas basée sur des zones, mais elle est basée sur des parcours. Mais par contre, effectivement, pour rendre les choses compliquées ou adaptées aux clients, mettez-vous dans la case dans laquelle vous voulez. On propose des offres combinées entre la tarification nationale et les communautés tarifaires. On connaît un produit qui s'appelle City Ticket, qui est une combinaison d'une carte journalière qui combine zone et parcours. Donc, vous pouvez avoir une zone sur Lausanne avec un parcours jusqu'à Zurich et puis une zone à Zurich. C'est une offre qui existe, qui coûte plus cher que le billet point-point, évidemment, parce que le périmètre de validité n'est pas le même.
Et vous avez aussi comme autre possibilité d'acheter ce qu'on appelle un abonnement modulable, comme dit son nom. Ça veut dire c'est un abonnement qui lui aussi combine des zones d'une communauté tarifaire avec un parcours sur un plan national, avec des règles du jeu qui ont été négociées entre la tarification nationale et les communautés tarifaires. Ça veut dire qu'on additionne des prix et puis il y a des rabais qui sont accordés autant par les communautés tarifaires que par la tarification nationale pour après avoir un prix commun. C'est des solutions qui existent, mais vous comprendrez très vite que effectivement, expliquer tout ça à un client lambda, ça rend les choses un peu compliquées et c'est un peu là. Donc, les solutions existent, mais est-ce qu'elles sont vraiment appropriées? Là-dessus, on a pas d'interrogation. Guylaine, Oui, moi j'avais juste une précision, donc je vous ai mis le lien pour Fertic avec les rayons de validité, parce que c'est vrai que c'est un système qui est particulièrement, qui change l'usage, hein. C'est un petit peu quand on est en pédagogie, qu'on fait de la pédagogie inversée, c'est-à-dire que, et ça me fait penser tout simplement au télépéage de la voiture. Hein, on a son télépéage, on passe à un endroit, clac, ça clique, et puis on sort, ça clique, et puis on paye après. Voilà, donc c'est un peu ce système-là. Et moi, ma question, c'était dans les projets de RER métropolitain, etc. Et Helmut, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est l'idée que quelquefois on est à cheval sur un bassin de vie n'est pas forcément une délimitation administrative parfaite. Et on le voit bien, et on le voit aussi en France. On voit combien, par exemple, Chambéry, c'est finalement pas très loin de Genève, etc. Donc, pour monter des communautés tarifaires qui soient le plus efficaces possible, donc, bon, c'était un peu la question que François Le Maire a posée aussi, c'est comment dépasser, parce que ça joue sur les finances, comment dépasser les, la rigueur administrative. Et nous, on a ce problème en France quand on voit des projets qui sont à cheval sur 2 régions. Ou, voilà, quoi. Donc, on a vraiment ces problèmes. Et après, à la fois de la tarification et de la gouvernance même du projet initial. Donc, je ne sais pas si tu as une Oui. idée. Alors, vous imaginez bien qu'avec le mitage du territoire suisse, avec 26 cantons sur un territoire aussi petit, bah, cette question, c'est la question continuelle qu'on se pose et c'est une problématique très connue. Alors, en Suisse, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met tous les acteurs autour de la table. Moi, j'étais chef de projet de la constitution de Free Mobile. Moi, j'avais la situation extraordinaire que, en fait, Free Mobile ne concernait pas beaucoup d'opérateurs, il y en avait relativement peu. Mais je dirais le rayon d'action ou le marché de mobilité concernait le canton de Fribourg, le canton de Vaud, le canton de Neuchâtel, le canton de Berne, la ville de Fribourg à part entière. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Donc, on se retrouve aujourd'hui au sein de cette communauté tarifaire dans une configuration où vous avez des opérateurs qui décident et des commanditaires qui participent avec une voix consultative. Et donc, vous avez un grémium où vous avez plus de personnes avec une voix consultative que de personnes avec une voix décisionnelle. Ça peut paraître bizarre, mais au moins ça met tous les acteurs autour de la table, tout le monde participe aux discussions, tout le monde entend les problématiques réciproques qui se posent, tout le monde essaye finalement de trouver une solution par rapport à ça. On n'arrive pas toujours, ça c'est clair, mais dans la plupart des cas on trouve. Et puis une fois qu'on a trouvé la solution, ben, chacun repart finalement avec son champ de compétences. Ça peut être que les opérateurs doivent décider sur le tarif, et cette décision sur les tarifs aura un impact sur les subventions que les pouvoirs publics devront verser. Et c'est pas au sein de la communauté tarifaire, mais c'est dans la relation entre les commanditaires et les opérateurs au niveau des contrats de prestations qui définissent que cette règle, après, cet élément sera réglé. Donc dans la lettre, finalement, dans le contrat, pardon, que le commanditaire va conclure avec l'opérateur il va écrire, ben, comme nous avons décidé ou comme nous avons discuté au sein de la communauté tarifaire, ben, on a besoin de 1% de plus parce qu'on s'était mis d'accord à mettre en place cette offre tarifaire. Et ça se règle comme ça. Alors, ça fonctionne aussi parce qu'aussi du côté des offres, on a des processus établis depuis longue date. Donc on a des processus d'offres sur un plan national qui sont appliqués, qui sont cascadés juste sur un plan local où on sait
au minimum tous les 2 ans, on se retrouve autour de la table, on rediscute finalement de l'offre qu'on veut mettre en place dans l'offre horaire, la desserte, quelle est la contribution financière, etc., etc. Si à un moment donné on s'est trompé sur une estimation, ben on peut le corriger 2 ans plus tard. C'est pas quelque chose qui est bloqué pendant 10 ans. Donc c'est ce que j'expliquais au début. On a cette habitude de la collaboration, on a cet intérêt commun qui fait que on trouve en règle générale des solutions. On n'est pas toujours tous d'accord. De temps en temps, ben voilà, on tape aussi sur la table, c'est nécessaire. Mais je veux dire, il y a cette logique de, OK, c'est quoi l'objectif commun supérieur? Et peut-être de temps en temps, on va faire un compromis par rapport à cet élément-là. Et je pense que ça c'est une clé de voûte très importante. Juste par rapport à Fertic, merci d'avoir partagé ce lien. Il faut savoir que Fertic, au jour d'aujourd'hui, est disponible dans toute la Suisse. Donc, si vous êtes dans une région française et vous téléchargez l'application Fertic dans la version rouge, parce qu'il y a aussi des versions différentes, mais dans la version rouge, comme elle est Il utilisée me en semble que région j'ai mis la Occitanie, rouge là. oui, Le look est rouge, donc je pense. voilà. Alors, dès que vous arrivez en Suisse, avec la même application, vous avez tout de suite accès à l'ensemble des transports publics en Suisse. Et je dis bien l'ensemble. Donc, si vous voulez prendre un bateau sur la Clément, ben, vous y allez, il n'y a pas de problème. C'est le même mode de fonctionnement. Vous faites, vous poussez finalement la petite languette à droite voyager, ce sera débité sur votre carte de crédit, etc., etc. C'est le même fonctionnement. Et il y a plusieurs régions en Allemagne maintenant aujourd'hui qui l'utilisent, plusieurs régions en Autriche. C'est vraiment un élément. Et là, on est vraiment dans cette logique. Et c'était ça l'idée. On s'était longtemps posé la question. Vous savez, il y a des opérateurs au début qui avaient lancé un tout petit peu cette idée de Fertic qui puis fallait. Et très vite, les opérateurs se sont posé la question, mais si on positionne ça comme un produit de l'opérateur, après c'est brandé SNCF, ok, ben ça va valable en France, mais je ne vais jamais pouvoir l'utiliser à l'étranger. Ben là, l'idée, c'était vraiment de dire, on trouve une marque qui est indépendante, on fait le Uber des transports publics, excusez-moi ce parallèle, et donc une fois que vous avez cette application, et puis une fois que vous savez comment elle s'utilise, ben, après, vous utilisez les transports publics, même au-delà des frontières. Alors, soit des frontières à l'intérieur d'un pays, et puis vous passez finalement d'une région à l'autre. Et la tarification qui est derrière, elle devient un peu secondaire, je dirais ça comme ça, parce que finalement, c'est l'application qui vous règle cette question. Est-ce que oui ou non, j'ai le bon ticket ou pas? Oui, vous avez toujours le bon ticket. Puis, mais en fait, il y a les règles du jeu qui se fixent. Et ça, c'est vraiment un élément très, très important qui impacte aujourd'hui aussi nos réflexions par rapport à la tarification des communautés au flux. Bien, je pense que peut-être une toute dernière question, François de Florian, Oui. très Euh, courte. Juste une question simple, c'est qu'on voit bien que les communautés tarifaires sont de gros systèmes, c'est-à-dire qu'en définitive, il faut que les opérateurs tombent d'accord. Pas derrière, il y a des chambres de compensation. On en profite pour faire de la communication et je suppose en même temps diffuser les plans des réseaux, des fiches horaires, enfin, pas mal de choses. Tout ça est lié. Mais on se demande si ces organisations qui ont pris leur place dans le système suisse ont d'autres fonctions. Et par exemple, celle de faire de la coordination horaire entre lignes, ou par exemple celle de faire des petits travaux qui sont indispensables pour que les pôles multimodaux soient les plus fonctionnels possibles. Parce que ça peut très bien tomber dans on est bien dans la collaboration. Du moment où il y a Ok, trois lignes. ouais, Oui, ok. je vous ai compris. Alors, je peux très rapidement répondre à ça. C'est aujourd'hui explicitement pas le rôle des communautés tarifaires. Mais j'insiste sur le aujourd'hui, et c'est exactement une des questions qu'il faut poser. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, la réelle, alors, pas face aux clients, hein, mais je veux dire, en interne, la réelle plus-value de la constitution et l'historique des communautés tarifaires, c'était d'avoir renforcer la collaboration entre opérateurs et commanditaires dans une région donnée. Et ça, c'est une plus-value énorme. Et comme vous le dites, très juste, ça peut être potentiellement une plateforme à l'avenir de dire, vous voyez, la tarification, ben on parlait avant de Fertic, est-ce qu'on a encore besoin de zones, est-ce qu'on a encore besoin, tous ces éléments-là, c'est des questions qui, tout d'un coup, commencent à dépasser le périmètre d'une communauté tarifaire et peut-être pour ces questions purement tarifaires, on n'a plus besoin d'une communauté régionale, ça peut-être on peut le déléguer. Par contre, l'acquis de cette habitude de collaborer, de se faire confiance mutuellement. Ça, pour moi, ça peut être un rôle des communautés tarifaires où ensemble, les opérateurs et les commanditaires décident que voilà, la coordination de l'horaire dans une région peut le faire, la promotion commune peut encore aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les communautés tarifaires ne publient pas d'horaire. C'est toujours une compétence des opérateurs. Alors, moi, je fais toujours un peu la blague un peu facile. C'est comme quand vous avez Renault qui lance une nouvelle voiture et puis ils font deux campagnes.
ils font une campagne pour la nouvelle voiture et puis à côté, ils font une campagne pour le prix de cette voiture. Pourquoi on ne fait pas la campagne commune? Et je pense, on a encore ce genre de séparation, je dirais, intellectuelle dans la tête. Et ça pourrait être un des éléments d'une future génération d'utiliser cet acquis très, très important de cette collaboration instaurée maintenant pour aller au-delà simplement de la tarification, mais d'intégrer aussi d'autres tâches. Et donc, je suis parfaitement d'accord de ce que vous avez proposé comme réflexion, d'aller dans ce sens-là. Merci, Monsieur Eichhorn. Je crois que nous arrivons à la fin de notre échange. Ces questions tarifaires sont très importantes. Ce ne sont pas, loin de là, uniquement des questions technologiques, comme on l'a souvent considéré en France. On est véritablement, je dirais, au cœur du rôle social et sociétal d'un réseau de transport au sens large du terme. Donc, on va revenir sur ces sujets. Et puis peut-être, Monsieur Eichhorn, on va peut-être aller tester Fertig sur le terrain. Hein, c'est une façon de glisser quelques mots sur notre calendrier de rentrée. Nous avons sur la table une invitation du président des chemins de fer fédéraux suisses à Zurich, hein, après Genève, Zurich. Donc, ceci pourrait avoir lieu la dernière semaine de septembre. Hein, donc, on hésite encore sur la date, hein, mais on pense beaucoup au 27 septembre. Probablement à la rentrée également une assemblée au Sénat de objectifs RER métropolitain dans la foulée de celle qu'on a tenue en avril et dans le chemin long mais largement engagé de notre structuration avec les différents partenaires qui ont pris la décision de nous rejoindre. Voilà, les petits cailloux que je voulais poser sur notre agenda de rentrée en vous remerciant à nouveau Monsieur Eichhorn, Gunnar Hype qui est encore parmi nous, et merci à vous toutes et tous. Ça fait plus de 3 heures hein, que nous travaillons ensemble. C'est tout à fait hors norme et tout à fait dérogatoire au principe d'une communication supposée être moderne, mais nous assumons de travailler sur le fond à objectif RER métropolitain. Donc à nouveau, merci à tous et je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux pour qui c'est une réalité dans les prochains jours. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'était très intéressant. Merci. Au revoir. Au revoir.